Il y eut d'abord un rire sec, un claquement qui coupa l'air, puis un silence étroit, comme si les murs avaient soudain resserré les épaules. Le garçon, petit pour son âge, la peau sombre et les yeux grands ouverts d'un mélange de peur et d'obstination, tenait son violon contre sa clavicule gauche. Dans la salle polyvalente du collège, les chaises en plastique grinçaient. On était un mardi à 8h45 du matin à Saint-Denis, dans une banlieue où le vent porte l'odeur des boulangeries au beurre et des bus qui freinent trop tard. L'enseignant de musique, M. Bréval, fit un geste théâtral, la paume tournée vers le public. Nous allons écouter notre invité surprise. Les élèves échangèrent des regards. Certains eurent le sourire cruel de ceux qui flairent la catastrophe. D'autres regardèrent leurs chaussures. « Ton archet, montre-le » dit-il au garçon avec une voix trop claire. « Tu sais le tenir au moins ?» Les doigts du garçon tremblèrent, pas à cause de l'instrument, mais à cause du regard de l'adulte. Puis, une femme mince, la professeure principale, Madame Vautier, leva un sourcil. « Nous n'avons pas toute la matinée, Amadou. Si tu veux jouer, dépêche-toi. » Son parfum sentait la fleur d'oranger et la craie humide. On entendit un élève chuchoter « C'est pas du rap, là, tu sais ?» Un autre ricana. Amadou inspira lentement, il sentit sa gorge brûler. Il posa l'archet, prit le violon, et au moment où il allait accorder, un « la » d'ordinateur surgit du haut-parleur fatigué pour l'exercice quotidien. Mais M. Bréval coupa net. « Non, non, s'il sait, il n'a pas besoin de machine. » Les grands musiciens entendent le « la » dans leur tête. « Tu entends quoi, toi ?» La pique resta suspendue dans l'air comme un fil tendu. Amadou baissa les yeux, ajusta la cheville, tourna la petite vis fine au cordier. Le parquet sentait la cire ancienne. On entendait au loin le bruit d'une tondeuse municipale, et plus près, un radiateur qui gargouillait. Il leva l'archet. « On va rire !» souffla quelqu'un. L'archet frôla la corde de sol à peine. Un son timide, pas faux, mais hésitant, coula à peine, comme une goutte. Alors, sans avertir, M. Bréval tapa des mains. « Stop !» On sursauta. « Ce n'est pas une répétition à la maison. Tu veux impressionner qui ? Nous, on connaît Mozart, pas TikTok. » Quelques rires fusèrent. Des épaules se secouèrent. Le ventre d'Amadou se noua si fort que ses jambes semblèrent minuscules, comme si la scène rétrécissait à chaque souffle de l'adulte. Il avait pensé à jouer la méditation de Thaïs, parce que sa maman la passait parfois à la radio en coupant les oignons, le dimanche à 10h. Il avait pensé commencer par une note longue, respirer dedans. Mais le regard des professeurs transformait les gestes simples en pièges. La farce s'installa par touches. On la sentait dans les questions qui n'en étaient pas, dans les encouragements qui griffaient. « Tu as trouvé ça à la brocante ?» demanda Madame Vautier en montrant le violon. « Tes cordes, elles sont d'accord avec toi ou non ?» Les élèves s'esclaffèrent. « Montre-nous ton talent de youtubeur, vas-y !» Le visage de M. Bréval prit cette expression si connue des adultes qui ont déjà décidé de l'issue. Un sourire mince, les yeux qui pèsent, prêts à humilier pour la leçon. « Vous voyez, dit-il au groupe, la musique, c'est une discipline, pas un caprice. On ne s'improvise pas violoniste. On travaille. On montre du respect au public et aux compositeurs. » Il lança à Amadou un regard indulgent et cruel à la fois. « Tu comprends, n'est-ce pas ?» Amadou entendait des battements dans ses tempes comme des pas qui montent un escalier. Son pouce gauche glissa contre le manche. Il pensa à la cuisine de l'appartement, à la table en formica qui colle au poignet quand on renverse le jus d'orange, aux mains de sa mère, au trajet du matin quand il serre son violon dans l'étui contre le flanc pour ne pas qu'on le bouscule dans le bus. Il pensa à tous les matins où il s'était levé à 6h30, 6h30 comme sa mère disait, pour pratiquer avant que le voisin du dessus commence la radio. Il pensa aux cordes qu'il avait changées avec ses économies, aux vidéos qu'il avait regardées la nuit quand la maison dormait, à la sensation, parfois, d'une voix qui naît sous le bois, quelque chose de fragile et de vrai qui sort d'un endroit qu'il n'arrivait pas à nommer. Et voilà qu'on lui demandait de se prouver en 5 secondes, sans accueil, sans écoute comme un suspect. « Bon, » conclut M. Bréval, « une dernière chance. Tu joues 3 mesures. Si c'est pas ça, tu t'assieds. » Il précisa, devant toute la classe,
On ne peut pas laisser croire que tout le monde peut faire n'importe quoi. Les mots piquèrent Amadou au creux de la nuque. Tout le monde. N'importe quoi. Sa main se resserra sur l'archet. Il ferma les yeux. Il n'entendit plus la salle, ni les frottements de basket, ni le ronflement du radiateur. Il n'entendit que la voix de sa mère. Le soir. Amadou, fais les choses avec cœur, même si le monde te ferme la porte. Il inspira. La respiration lui remonta jusque dans la clavicule. L'archet descendit. La première note fut fine, pas forte, mais stable, comme un fil de lumière. Une seconde lui répondit, un peu plus large, vibré. La troisième s'ouvrit, prit corps. Il entendit ce « là », enfin droit comme un rayon de cuisine, au petit matin. Le son ne venait pas pour convaincre, il venait pour exister. On aurait dit que quelque chose se mettait en route. Non pas une performance, mais un passage. Puis, parce que le tremblement avait glissé dans l'archet, parce que la honte accumulée cherchait une sortie, l'archet dérapa d'1 millimètre et une harmonique claire et un peu stridente surgit. Un ricanement jaillit du fond. « Je l'avais dit », souffla une voix. L'archet se figea. Le silence s'épaissit. « Assez », dit M. Bréval. L'ordre claqua. Amadou baissa les yeux. Il s'entendit dire « Pardon ». Le mot, minuscule, renversa tout en lui. Pardon de quoi? Quand il se rassit, les poignets encore chauds, le garçon sentit la brûlure de la honte coulisser vers quelque chose d'autre. Elle devint une colère, pas une colère bruyante, plutôt une braise bien tenue, une promesse intime. Il posa le violon sur ses genoux, caressa le bois verni avec l'ongle comme on caresse un secret. Dans la salle, les professeurs concluaient, enchaînaient, faisaient rouler le programme. Mais Amadou ne les entendait plus. À 9h10, tout le monde fut renvoyé en classe. La fable, ensuite, prit ses appuis dans les couloirs. Elle fit des détours par la salle des profs, où l'odeur du café chaud et des viennoiseries froissées se mêlait à celle des marqueurs effacés. « Et tu as vu le petit avec son violon? Il veut qu'on l'applaudisse parce qu'il gratte 3 notes. La modestie, ça s'apprend. On va lui rendre service en le ramenant sur terre. » Les mots se posèrent comme des papiers collés sur une porte. Dans la tête des adultes, l'histoire devenait pédagogique. Il fallait le cadrer, il fallait lui apprendre la discipline, la culture. Il n'entendait pas l'autre histoire, celle qui disait « il n'était pas invité à s'exprimer, il était convoqué à échouer ». L'après-midi, dans la cour, une fille à la frange blonde s'approcha d'Amadou. « Moi, je trouve ça stylé que tu joues. Ma grand-mère, elle pleure quand elle écoute du violon. » Il sourit sans répondre. Un garçon passa en courant. « Hé, Paganini de la 5e B, tu nous fais un solo ?» Rire. Pendant la pause, Amadou s'isola derrière le gymnase. La cloison métallique donnait une résonance sèche au son. Il sortit son violon, le posa contre sa clavicule. Le froid du métal dans le dos faisait remonter des frissons. Il joua 2 gammes, lentement, en articulant les doigts, sentant sous sa pulpe la rugosité des cordes, le relief exact, la justesse qui s'ajuste au centième. Il tomba sur une phrase qu'il aimait, une mélodie qu'il avait inventée en regardant les étoiles entre les immeubles, la nuit. Elle commençait bas et elle montait pas à pas, comme quelqu'un qui grimpe un escalier sans faire craquer les marches. Il joua. La phrase se déplia, s'étira, et avec elle une paix minuscule vint. Il ne jouait pas pour convaincre, il jouait pour rester entier. Ce fut là, près du gymnase, qu'un homme qui passait entendit la ligne claire qui traversait l'air froid. Il s'appelait Monsieur Valette. Il sortait du conservatoire municipal, où il enseignait parfois le soir. Il portait un vieux manteau, sentait le tabac blond de ceux qui ont arrêté 20 fois sans vraiment cesser. Il s'arrêta. Il n'entendait ni virtuosité ni effet, il entendait cette façon rare de tenir une note, de l'habiter. Il chercha du regard. Il vit le garçon, seul, à 14h20, en train de se réparer avec un violon. Il ne s'annonça pas. Il se contenta d'écouter 2 minutes, puis 3. Quand Amadou s'interrompit, sentant confusément une présence, l'homme s'avança, son pas grinçant sur le gravier. « Ne t'arrête pas pour moi. » Amadou s'immobilisa. « Je m'appelle Valette, je suis violoniste. Comment tu t'appelles ?»« Amadou. » La méfiance voilait sa voix. « Tu joues depuis quand, Amadou ?»« Depuis 2 ans. »« Avec qui ?»«
avec YouTube et les voisins qui râlent. L'homme esquissa un sourire triste. « Ah, tu travailles bien, tu tiens ta note, tu écoutes ce que tu fais. On t'a laissé jouer aujourd'hui ?» Amadou baissa la tête. « Un peu. Et puis, on t'a coupé. Oui, tu sais que la musique n'appartient pas à ceux qui la gardent dans des coffres. Elle appartient à ceux qui l'ouvrent. » Le garçon hocha la tête. « Samedi, à 10h du matin, viens au conservatoire. Dis que tu viens pour moi. On verra ce qu'on peut faire. » L'homme lui tendit une carte froissée. La semaine qui suivit, les petits gestes prirent une autre timbre. Amadou arriva tôt, tous les jours, à 7h50, quand la lumière blanchit les trottoirs et que les boulangers dorent encore les pains. Il fit des doubles cordes au ralenti, répéta le passage difficile, où ses doigts glissaient sur le ré majeur. Souvent, il entendait encore la voix de M. Bréval comme un écho intérieur, une réprimande qui mord l'oreille. Mais étrange résistance, sa main devenait plus sûre, non pas par revanche, mais parce qu'il avait décidé de ne plus demander la permission d'exister. Le vendredi, Madame Vautier annonça qu'un moment culturel aurait lieu la semaine suivante. Les professeurs préparaient un petit événement pour montrer aux élèves combien la musique classique pouvait élever l'âme. Elle sourit en prononçant « élever », comme si le verbe devait porter un plateau au-dessus de tête qu'elle jugeait trop basse. Le samedi, à 10h du matin, Amadou franchit la porte vitrée du conservatoire. Une odeur de bois, de vernis et de vieux pupitres flottait. Des enfants passaient avec des étuis, certains avec des parents pressés qui vérifiaient les horaires. Au mur, des affiches montraient des visages sérieux en noir et blanc. Amadou serrerait l'étui si fort qu'il sentit les bords dans sa paume. Le concierge lui dit « Monsieur Valette, 2e étage, à gauche ». Il monta l'escalier. Les marches avaient un léger creux au milieu à force d'être montées. Il frappa. « Entre !» dit une voix qui sentait la fatigue et la gentillesse. Amadou entra. La pièce avait un piano droit, une baie vitrée où passaient des nuages et une petite plante verte qui penchait vers la lumière. « Tu es venu ?»« Oui. »« Joue-moi ce que tu as joué l'autre jour. » Amadou leva l'archet et se mit à dérouler sa phrase. Il la fit respirer. Il n'en fit pas un spectacle. Il la confia à la pièce. Quand il s'arrêta, l'homme avait les yeux brillants. « Tu as quelque chose, Amadou. Pas une prouesse, une voix. On peut la travailler. » Il lui montra comment poser l'archet sans crisper l'index, comment passer d'une corde à l'autre sans casser la ligne. Il corrigea, en le touchant à peine, la position du coude. « Tu sens ?»« Oui. »« Bien. » Pendant un mois, chaque samedi à 10h du matin, Amadou revint. Chaque fois, les doigts revenaient plus justes. L'archet s'installait plus droit. Il apprit à compter non pas en chiffres, mais en respiration. Il apprit à écouter le silence avant la note. Il apprit que le vibrato n'était pas un tremblement de peur, mais une caresse tenue. Et sans le vouloir, il apprit aussi en écoutant qu'il y avait des manières de regarder un garçon comme lui. Certains parents, dans le couloir, laissaient traîner des regards entre étonnement et doute. Une mère murmura « Il vient d'où, lui, déjà ?» Un père répondit « De la cité d'à côté. » La vieille dame du secrétariat lui donna un jour un bonbon à la violette. « Tu me rappelles mon frère, il jouait du violon à la radio autrefois. » Et puis, un soir, Monsieur Valette dit « Il y aura un concert au collège, non? Un truc d'établissement avec les professeurs. » « Oui, mardi à 18h. »« Tu y vas? On ne m'a pas invité. »« Tu vas y aller quand même, avec ton violon. Tu ne t'imposes pas, tu proposes. Ils feront ce qu'ils veulent. Mais tu dois te présenter au monde sans demander pardon. » Le mardi, à 18h, la salle polyvalente avait changé de lumière. Des guirlandes de papier pendaient. Une table avec des verres en plastique alignés attendait la fin. Les professeurs mettaient au point leur programme. Un duo de flûte, un trio de reprises au piano, un quatuor de profs sur un arrangement jovial. Les familles prenaient place. On entendait les rires, les salutations rapides, l'odeur de la laque des cheveux et celle des jus de fruits. La mère d'Amadou, vêtue de son manteau bleu nuit qu'elle réservait pour les occasions, serrait dans sa poche un billet froissé. Elle avait demandé à sortir plus tôt du travail.
Elle se tenait au fond, à côté d'une affiche sur la sécurité incendie. Amadou, l'étui en bandoulière, s'assit sur une chaise contre le mur. Il regardait sans fixer. Il sentait l'odeur du bois ciré et celle, plus sucrée, des gâteaux encore emballés. Les professeurs commencèrent. Applaudissements polis, blagues. Quand vint la fin du programme, M. Bréval prit le micro. « Merci à tous. La culture, c'est l'effort. Nous espérons que nos élèves auront compris l'exigence. » Sa voix vibrait de satisfaction. « Une dernière intervention? Non? Alors, la main d'Amadou se leva. Pas haut, pas pour prendre la lumière. Il leva juste la main comme on demande son tour. Les regards convergèrent. Un murmure. Monsieur Bréval suspendit sa phrase. « Oui ?» Il reconnaissait le visage du matin humilié. « Je voudrais proposer quelque chose. Une pièce courte. Un blanc. Ce n'est pas prévu. 2 minutes. » La mère d'Amadou cessa de respirer pendant quelques secondes. On entendit le frôlement des chaises. Madame Vautier se pencha vers Bréval, chuchota. « S'il échoue, on passera pour des brutes. S'il réussit, on perd la main. » Les yeux de Bréval brillèrent d'un agacement et d'un calcul. « Très bien, 2 minutes, pas plus. » Il posa le micro avec un sourire qu'il voulait magnanime. Amadou sortit le violon. Ses mains étaient sèches. Sa gorge était tranquille. Il ne regarda ni les professeurs, ni les élèves. Il regarda sa mère, juste assez pour sentir sa présence, et puis il fixa un point entre 2 chaises, là où la lumière faisait un carré pâle au sol. Il leva l'archet, respira, laissa le silence entrer, puis posa une première note. Elle fut simple et droite. Elle ne cherchait plus la permission. Elle posait un pied sur un sol qu'elle construisait au fur et à mesure. La 2e note arriva, légèrement vibrée, et la 3e élargit l'air. Le temps, dans la salle, se mit à ralentir. Les conversations résiduelles moururent. On entendit une toux retenue, l'étouffoir d'un téléphone foiré et se taire. L'archet d'Amadou traça une arche claire. La phrase qu'il avait inventée monta, escalier sans craquement, et au sommet, elle ne cria pas. Elle s'ouvrit comme une fenêtre qui bascule en silence. Alors il fit un geste minuscule, changea d'appui, et la mélodie prit un chemin inattendu, un pas de côté qui avait le goût d'un souvenir. Il y mêla la méditation de Thaïs qu'il avait tentée le matin de la honte, non pas comme un étendard, mais comme une reconnaissance. La salle bascula. On n'entendait plus que le bois qui parlait. Dans le 2e rang, une femme qui riait beaucoup depuis le début sentit sa gorge se serrer. Dans le fond, un adolescent au hoodie gris posa sa main sur sa poitrine, comme surpris d'avoir un cœur. Madame Vautier, malgré elle, sentit monter des larmes qu'elle repoussa, vexée par sa propre émotion. Monsieur Bréval, un instant, entendit la musique, non pas en professeur, mais en homme, et quelque chose de vieux en lui se fendilla. La mère d'Amadou, les yeux brillants, n'osait pas cligner pour que l'image ne bouge pas. À la fin, Amadou laissa la dernière note mourir vraiment jusqu'au bout, sans la casser, comme on accompagne quelqu'un vers sa porte et qu'on attend qu'il soit vraiment parti pour fermer. Il n'y eut pas d'applaudissements tout de suite. Il y eut d'abord un souffle, un soupir collectif, et puis un bruit qu'on ne confond pas, le son de mains qui frappent sans savoir si elles doivent s'arrêter. Les applaudissements montèrent, se mêlèrent à des bravos venus de pas très loin, puis de plus loin, et soudain la salle était debout. Les larmes vinrent, non pas comme un effet, mais comme une conséquence. On pleurait parce que la musique avait mis à nu une chose que chacun portait depuis trop longtemps. Les professeurs se regardèrent un peu désemparés. La mère d'Amadou prit sa tête entre ses mains et sourit comme on sourit quand on a porté un poids très lourd et qu'il s'est, l'espace d'un instant, envolé. Ce fut le clou public, l'instant où la fable s'effondra en pleine lumière. Les téléphones se levèrent, un parent filma, une voisine posa sa main sur l'épaule de la mère d'Amadou. « Votre fils ?» Elle ne termina pas. Elle serra. Amadou, lui, posa son violon, salua simplement, sans savoir où mettre ses bras. Il chercha du regard Valette. L'homme, appuyé contre le mur du fond, avait un sourire discret de ceux qui disent « Je savais ». Il ne bougea pas. Il laissa la scène à celui qui l'avait faite. Après, il y eut les explications, pas sur le moment.
après. Quand les vidéos tournèrent, quand les gens parlèrent, quand le jeudi matin à 10h20, le rectorat reçut un courrier signé par des parents, des élèves et même, anonymement, par un surveillant. Le courrier ne criait pas, il décrivait. Il disait la manière dont on avait invité un élève à échouer, la façon dont on avait brandi la discipline comme un bâton. Il disait que l'école devait ouvrir, pas fermer. Il disait que, si la musique est une langue, on ne commence pas par gifler l'élève qui bégaye. On organisa une réunion. La salle des profs sentait le café trop serré. Le proviseur, costume lissé, lunettes fines, parla de climat d'établissement et de respect des élèves. Il avait reçu des mails, beaucoup. Il avait dû regarder la vidéo jusqu'au bout. La vidéo montrait d'abord l'humiliation, puis la musique. On ne pouvait pas la couper au milieu. Cela forçait à regarder les deux faces, la violence et la réparation. Madame Vautier, raide, parla d'exigence, de nouveaux programmes, de manque de moyens. Elle avait raison sur certains points, mais ses mots, ce jour-là, résonnaient creux. Monsieur Bréval, plus pâle que d'habitude, parla d'intention, d'envie de bien faire, de peur de l'amateurisme. « Je ne voulais pas blesser. » Le proviseur répondit calmement. « Mais vous avez blessé. » Il n'y avait pas d'acide dans sa voix. Il y avait un constat. Des parents prirent la parole. Une mère, petite, les mains tremblantes. « Mon fils ne parle jamais à la maison. Ce soir-là, il a parlé. Il m'a dit « Maman, j'ai senti quelque chose ici. » Et il a mis la main sur sa poitrine. Ce n'est pas rien. Un père calme dit « Ce que cet enfant a fait n'est pas un tour de magie. C'est le fruit d'un travail que l'école n'a pas vu, parce qu'elle ne regarde pas dans cette direction. » Une élève, coiffure serrée en chignon, voix posée, ajouta « On n'ose pas souvent, on a peur de ne pas avoir le droit. » Ce jour-là, on a vu que si, parfois on peut. On demanda à Amadou de venir. On lui proposa d'entrer dans la salle des professeurs, où l'odeur de café et de marqueurs se mêlait à l'humidité de manteau. Il entra. Il ne tenait pas son violon, volontairement. Le proviseur le remercia. Le merci ne sonnait pas comme une médaille, plutôt comme un pas de côté assumé. « Tu nous as rappelé quelque chose, » dit-il. Puis il se tourna vers l'équipe. « Nous allons changer certaines choses. » On décida que les auditions scolaires ne seraient plus des examens sur scène, mais des moments d'écoute guidée, où l'on prépare ceux qui jouent et ceux qui écoutent. On décida que, dans les classes, on partirait davantage de ce que les élèves apportent vraiment, et pas seulement de ce que l'on croit qu'ils doivent être, qu'on prendrait la peine d'entendre avant de juger. On décida de créer une petite bourse interne pour permettre aux élèves motivés d'acheter des cordes, un archet correct, de réparer un instrument. On demanda à Valette d'animer, une fois par mois, un atelier ouvert, pas pour faire des stars, pour apprendre l'écoute. Tout cela s'écrivit dans un document. Mais ce jour-là, on parla aussi des chiffres, non pas pour frapper, mais pour déplier. Valette apporta un dossier. Il dit, dans les conservatoires, on sait bien que les élèves issus de milieux populaires, et notamment les enfants noirs, ont bien moins de chances d'y entrer et d'y rester. On ne parle pas ici d'une fatalité. On parle d'un système de portes, de codes, d'attentes implicites. Il ne cita pas d'études précises, pas ce jour-là. Il raconta des histoires. La petite qui n'osait pas pousser la porte parce qu'elle ne connaissait aucun prénom affiché au palmarès. Le garçon qui s'arrêtait au premier étage parce qu'il pensait que c'était pour les autres. La mère qui refusait les cours du samedi parce qu'elle travaille le samedi. Il parla de budget, de temps, de fatigue. Il parla aussi des regards. Parfois, un enfant arrive avec un accent, un prénom, une peau, et avant même qu'il joue, il a des notes invisibles sur le dos. Nous devons, nous, adultes, apprendre à les effacer. La sentence ne fut pas une humiliation publique. Ce n'est pas une justice. Elle fut mieux, un aveu, une promesse, un changement. Monsieur Bréval demanda la parole, seul, à la fin. Il s'éclaircit la gorge. « Amadou, je te dois des excuses. Je t'ai manqué. Je n'ai pas su voir. Ce jour-là, j'ai confondu exigence et mépris. Je n'ai pas écouté. Pardon. » Les mots sortirent, clairs, sans détour. Ils ne répareront pas tout, mais ils construisirent un pont. Je voudrais te proposer de travailler ensemble, si tu veux,
pour préparer un petit programme pour la fête de fin d'année. Je te promets que ce sera ton espace, pas un piège. » Amadou, surpris, le regarda. Il n'était pas obligé d'accepter. Il ne le fit pas par bonté, mais par fidélité à la musique qui lui avait racheté la respiration. D'accord. Les mois passèrent. La lumière changea sur les murs de la salle. À la fête de fin d'année, un samedi de juin à 17h, la salle sentait la poussière chaude et le sucre du sirop de grenadine. Amadou joua, pas seul cette fois. Il fit un duo avec une fille de sa classe qui avait toujours voulu, sans oser. Ils jouèrent une pièce lente, simple. Au milieu, Valette, au fond, sourit. Madame Vautier, ce jour-là, présenta la soirée d'une voix moins dure. Elle avait suivi un stage, elle avait lu, elle avait, surtout, regardé et appris. Elle ne s'était pas transformée en un autre être humain, non. Elle avait fait ce qu'on demande aux adultes, elle avait bougé, et Amadou, il grandit. Il continua d'aller au conservatoire le samedi à 10h du matin. Il apprit une sonate, puis une autre. Il ne devint pas une affiche, pas un trophée. Il resta un garçon qui met sa main sur le bois et qui écoute la note tenir avec le monde. Mais il y eut des conséquences au-delà de lui. Un petit, en 6e, vint le voir un jour devant le portail. « Je peux toucher ton violon ? Pas maintenant, mais tu peux venir samedi. » Le petit vint. Un autre le suivit. Un 3e arriva 1 mois plus tard, et cet étrange mouvement se fit. De proche en proche, quelques enfants comprirent qu'ils pouvaient pousser une porte. Certains la poussèrent. D'autres passèrent la tête, regardèrent, repartirent. Ce n'était pas leur moment. Ils savaient qu'ils pourraient revenir. Dans les couloirs du collège, l'odeur de craie et de sueur de fin de journée resta la même. Les radiateurs gargouillèrent encore en hiver. Les bus freinèrent toujours trop tard. Mais quelque chose avait changé dans l'oreille des gens. On parlait autrement des essais, des erreurs. On ne disait plus « n'importe qui croit qu'il peut ». On disait « qui sait ce qu'il y a derrière la première fausse note ?» À la rentrée suivante, le proviseur afficha une phrase près du bureau de la vie scolaire. « Ici, on commence par écouter ». Ce n'était pas un slogan vide. On l'essaya, on l'oublia, on y revint, on s'y reprit. La justice, dans un établissement, n'est pas un marteau, c'est une habitude. 6 mois plus tard, un dimanche matin à 10h25, la mère d'Amadou préparait un mafé dont l'odeur chaude remplissait la cuisine. La radio passait une émission sur les jeunes musiciens. On y parla d'un garçon de Saint-Denis qui avait fait pleurer une salle. On ne dit pas son nom, mais le quartier reconnut. Des voisins sonnèrent pour emprunter une passoire. Une tante appela pour raconter un souvenir. Un oncle proposa de réparer la chaise bancale du salon. Les bruits de vie accompagnèrent la voix du journaliste qui disait « La musique ne répare pas tout, mais parfois elle répare un passage ». Ce soir-là, sur le balcon, Amadou sortit son violon. Le ciel au-dessus des immeubles avait cette teinte violette qui annonce la nuit sans la brusquer. Il joua pour les fenêtres et les oiseaux. Un vieux monsieur, à la fenêtre d'en face, l'écouta en caressant son chat. Une petite, au rez-de-chaussée, s'immobilisa, sa corde à sauter pendue. La mère d'Amadou s'essuya les mains et sortit, posa sa paume sur l'épaule de son fils. « Tu te souviens du jour où on t'a dit « stop » ? Oui, tu as continué. Il hocha la tête. « C'est ça, mon fils. On ne demande pas pardon d'aimer. On fait de la place. Et ceux qui veulent écouter, ils viennent. » Il posa l'archet. « Écouter, c'est aussi de la musique. On pourrait croire que la morale est sucrée, mais ce n'est pas un conte. Ceux qui avaient ri, rirent encore parfois. Ceux qui avaient humilié s'excusèrent un jour et oublièrent un peu le lendemain. Le monde reste le monde, rugueux, parfois de mauvaise foi. Pourtant, une chose reste pesante et douce, la preuve. On ne peut plus dire « on ne savait pas ». On a vu un garçon entrer dans une salle, poser une note et faire tomber des larmes qu'on n'attendait pas. On a vu un professeur s'excuser. On a vu une mère fermer un instant les yeux et respirer. Ce sont de petites justices. Elles ne font pas les gros titres. Elles changent l'air. Il y a des jours où Amadou doute. Ses doigts louchent, son archet tremble, la note file. Alors, il se rappelle. Il se rappelle le matin où on a voulu lui retirer le droit de commencer.
Il se rappelle la phrase qu'il s'est dite en secret « Je jouerai pour rester entier ». Il se rappelle la salle qui s'est tue, les mains qui ont frappé, et surtout, avant les mains, ce souffle, ce soupir qui a fait reculer le monde d'un pas. Il se rappelle qu'on peut transformer un stop en continu si on accepte de se présenter sans hausser la voix. Et pour ceux qui étaient là ce soir-là, le souvenir a laissé un fil. Quand un enfant lève la main de 3 mm et qu'on a envie de dire non, on se souvient, on attend. Parfois, la note qui vient juste après est la note qui manque à tout le monde depuis longtemps. Parfois, elle ne vient pas. Et ce n'est pas grave. On n'a pas blessé. On a essayé. On a créé un espace où la honte ne prend pas racine. C'est cela peut-être la justice dans une école, empêcher que la honte devienne la langue maternelle. Dans la vie d'Amadou, il y aura d'autres scènes, d'autres salles, d'autres mots qui piquent. Il ne sera pas protégé par une légende, mais il aura ce souvenir-là, fiché comme un clou de lumière dans le bois de son violon. Le jour où des professeurs ont voulu lui apprendre sa place, en la dessinant trop petite, il a agrandi la pièce, sans les bousculer. Il ne s'est pas vengé. Il a joué. Sa musique a fait pleurer la salle, non pas parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle était vraie. Et la vérité portait sans colère bruyante à cette force étrange de déranger sans blesser, de condamner sans enfermer, d'ouvrir sans perdre. C'est cela la morale qui reste. On peut choisir chaque fois d'écouter avant de classer, de laisser l'enfant commencer sa note avant de décider s'il a le droit. On peut choisir de protéger ce moment fragile où quelqu'un tente d'être lui-même en public. Et si l'on se trompe, si l'on blesse, on peut aussi, comme un adulte digne, le dire, s'excuser et changer la manière de faire. La justice n'est pas seulement un jugement, c'est une habitude d'attention. L'espérance n'est pas une naïveté, c'est une discipline du regard. La vérité n'est pas un cri, c'est une note tenue jusqu'au bout, même quand la salle s'agite. La foi, parfois, c'est croire que cette note trouvera une oreille. Ce mardi-là, à 18h passées, dans une salle polyvalente qui sentait le sucre et la cire, un garçon noir a pris un violon et, au lieu d'accepter la place qu'on lui avait dessinée, il a dessiné l'espace avec sa musique. Ceux qui étaient venus pour évaluer sont repartis évaluer par ce qu'ils avaient ressenti. Et dans un coin, un professeur, les yeux encore un peu rouges, a rangé son score et s'est dit que, peut-être, l'exigence commence par la délicatesse.